Au cours des 6 premières semaines après notre mariage, mon mari a évité tout contact intime. Pas une seule touche. Lorsque je l'ai confronté à ce sujet, il a déclaré « Mon corps est mon choix. Tu ne peux rien exiger ». J'ai donc intenté une procédure d'annulation par le biais du système judiciaire. Ce qui s'est passé ensuite a choqué absolument tout le monde. Mon corps est mon choix. Tu ne peux rien exiger de moi, dit Trevor, sa voix froide comme la glace alors qu'il se détournait de moi dans notre chambre. Les mots me frappèrent comme un coup physique, me laissant là, debout dans la nuisette en soie que j'avais soigneusement choisie pour notre 6e semaine de mariage. 6 semaines. 6 semaines de mariage, et mon mari ne m'avait pas touché une seule fois. Je m'appelle Justine Crawford et à 27 ans, je pensais avoir trouvé la fin de mon conte de fées lorsque Trevor Caldwell m'avait demandé en mariage au printemps dernier à Denver, Colorado. Le mariage avait été tout ce dont j'avais rêvé, une belle cérémonie au prestigieux Highlands Country Club, entouré d'amis et de familles qui célébraient ce qu'ils croyaient être le début de ils vécurent heureux pour toujours. Mais alors que je me tenais dans notre chambre cette nuit-là, regardant le dos rigide de mon mari qui faisait semblant de lire son téléphone, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout, terriblement mal. Trevor, nous sommes mariés, murmurai-je, ma voix à peine audible. Je suis ta femme. Je veux juste comprendre pourquoi tu ne veux même pas me tenir la main, encore moins. Fini cette phrase, lança-t-il, se retournant enfin pour me faire face. Ses yeux verts, autrefois chauds et affectueux pendant notre cour, ne contenaient plus que de l'agacement. Je t'ai dit que mon corps m'appartenait. Le mariage ne te donne pas la propriété. Tu dois respecter mes limites. Le mot « limite » me sembla une gifle. Pendant notre cour de 8 mois, Trevor avait été affectueux, même romantique. Il me serrait contre lui pendant les films, m'embrassait pour me dire bonne nuit après les rendez-vous et me tenait la main pendant que nous nous promenions dans Washington Park. Mais dès que nous sommes rentrés de notre lune de miel à Aspen, une lune de miel où il avait prétendu être épuisé chaque soir, tout a changé. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, transformant l'homme que j'avais épousé en un étranger qui sursautait chaque fois que je m'approchais de lui. Ce n'est pas normal, dis-je, ma voix reprenant de la force. Les couples mariés sont intimes. Ils partagent un lit. Ils se touchent. C'est normal. Trevor rit amèrement. Tu veux parler de normal? Normal, c'est respecter les choix de son partenaire. Normal, c'est ne pas faire pression sur quelqu'un pour un contact physique qu'il ne veut pas, je le regardais, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ces mots étaient techniquement corrects. Le consentement avait son importance. Les limites avaient leur importance. Mais quelque chose me semblait profondément faux dans la façon dont il maniait ces concepts comme des armes contre sa propre femme. Le Trevor qui m'avait courtisé, qui m'avait murmuré des mots doux sur notre avenir, qui avait semblé désespéré de m'épouser, avait complètement disparu. Alors qu'il sortait de la chambre, me laissant seul avec ma confusion et ma suspicion grandissante, je pris une décision qui allait tout changer. Quelque chose n'allait pas du tout avec mon mariage, et j'allais découvrir quoi. Le lendemain matin, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon café intact tandis que Trevor se déplaçait dans la cuisine avec une précision mécanique. Il avait toujours été organisé, mais ces derniers temps, ses routines semblaient presque obsessionnelles. Il vérifiait son téléphone constamment, sortait pour prendre des appels et avait pris l'habitude de disparaître pendant des heures sans explication. Je vais rendre visite à ma sœur à Phoenix ce week-end, annonçai-je, observant attentivement sa réaction. La main de Trevor se figea sur sa tasse de café un bref instant avant qu'il ne hoche la tête. Ça sonne bien. Tu pars combien de temps? Juste le week-end. Tu vas me manquer, demandai-je, testant le terrain. Il haussa les épaules sans me regarder. Je me débrouillerai. La façon désinvolte dont il balayait mon absence aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, cela confirma ce que je suspectais. Trevor semblait soulagé chaque fois que je quittais la maison. Pendant notre cours, il détestait que les voyages d'affaires nous séparent, même pour une journée. Maintenant, il encourageait pratiquement mon absence. J'étudiais son profil pendant qu'il faisait défiler son téléphone. Trevor était indéniablement beau, grand avec des cheveux foncés épais et ses yeux verts saisissants qui avaient d'abord attiré mon attention dans un café en centre-ville. Il travaillait comme consultant financier, ou du moins, c'est ce qu'il prétendait, bien que je n'ai jamais rencontré aucun de ses collègues ou clients. Lorsque je posais des questions sur son travail, il donnait des réponses vagues sur la confidentialité et la vie privée des clients.
Trevor, dis-je prudemment. Je pensais qu'on devrait voir un conseiller conjugal. Cette distance entre nous, ce n'est pas sain. Sa tête se redressa brusquement, et pendant un instant, je vis quelque chose luire dans ses yeux. De la panique, peut-être, ou de la peur. Mais c'était parti si vite que je me demandais si je n'avais pas imaginé. Nous n'avons pas besoin de conseils, dit-il fermement. Nous avons juste besoin de temps pour nous adapter à la vie de couple. Tout le monde ne trouve pas le rythme parfait immédiatement. Cela fait 6 semaines, lui rappelai-je. 6 semaines, ce n'est rien dans la durée d'une vie ensemble, répondit-il. Mais sa voix sonnait comme si elle était répétée, comme s'il avait pratiqué cette réponse. Cet après-midi-là, après que Trevor soit parti pour ce qu'il prétendait être une réunion avec un client, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. J'ai fouillé dans ses affaires, non pas par jalousie, mais par conviction grandissante que l'homme que j'avais épousé me cachait des secrets. Son bureau à domicile était méticuleusement organisé, presque suspectement. Les tiroirs de son bureau ne contenaient que des fournitures de bureau de base. Son classeur contenait des documents financiers génériques, et son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans la corbeille à papier, partiellement cachée sous d'autres papiers, se trouvait un reçu d'une boutique de fleurs à Las Vegas. La date remontait à 3 semaines, lorsque Trevor avait prétendu être à une conférence financière à Salt Lake City. Le reçu était pour une douzaine de roses rouges, et écrit au dos, dans l'écriture de Trevor, il y avait un numéro de téléphone avec un indicatif du Nevada. Mes mains tremblèrent alors que je photographiais le reçu avec mon téléphone. Quoi que Trevor cache, j'allais le découvrir. L'homme que j'avais épousé vivait un mensonge, et je méritais de connaître la vérité. Ce soir-là, je me suis assise dans ma voiture devant l'immeuble de bureau où Trevor prétendait travailler, regardant à travers les fenêtres du lobby. J'avais appelé son supposé lieu de travail plus tôt, demandant à parler à Trevor Caldwell, pour qu'on me dise que personne portant ce nom n'y était employé. Le agent de sécurité à qui j'avais parlé était désolé, mais ferme. Il y travaillait depuis 5 ans et n'avait jamais entendu parler de Trevor. Lorsque la voiture de Trevor s'est garée sur le parking à 18 h, je me suis affaissé sur mon siège, le regardant s'asseoir dans son véhicule pendant plusieurs minutes, parlant avec animation au téléphone. Même de loin, je pouvais voir que son langage corporel était complètement différent de l'homme froid et distant qu'il devenait à la maison. Il souriait, riait, et gesticulait même avec sa main libre comme s'il avait la conversation la plus merveilleuse de sa vie. Après 20 minutes, il a raccroché et est entré dans le bâtiment, non pas dans un bureau, mais dans le café au rez-de-chaussée. Il a commandé une boisson et s'est assis à une table d'angle, sortant son ordinateur portable. Pendant la prochaine heure, il a semblé travailler, mais quelque chose dans la scène me semblait mis en scène, performatif. Quand il est finalement parti, il a jeté ce qui ressemblait à de faux documents et est rentré à la maison. Je l'ai suivi à distance, mon esprit s'emballant. L'homme que j'avais épousé n'était pas celui qu'il prétendait être. La question était, que cachait-il? Et pourquoi m'avait-il épousé? Quand je suis rentré 10 minutes après lui, Trevor était déjà sous la douche. J'ai saisi l'occasion pour examiner son téléphone, qu'il avait laissé charger sur la table de chevet. Il était verrouillé, mais je me souvenais de l'avoir vu entrer son code une fois, notre date de mariage. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tapais les chiffres, et miraculeusement, le téléphone s'est déverrouillé. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des messages textes avec quelqu'un nommé Amanda remplis d'échanges intimes et de déclarations d'amour. Des photos de Trevor avec une femme que je ne reconnaissais pas, portant toutes deux des alliances, devant ce qui semblait être un palais de justice. Le message le plus récent, envoyé il y a quelques heures, disait « Tu me manques, bébé. J'ai hâte de te voir ce week-end. » Toute cette situation est presque terminée. La douche tournait encore quand j'ai transféré les photos et messages les plus accablants sur mon propre téléphone, puis j'ai soigneusement replacé le téléphone de Trevor là où je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon propre appareil en regardant les preuves de ce qui semblait être la double vie de Trevor. Quand Trevor est sorti de la salle de bain, enveloppé dans une serviette et fredonnant doucement, j'étais assise sur le lit, faisant semblant de lire un magazine. Il semblait vraiment heureux pour la première fois depuis des semaines. Et maintenant je comprenais pourquoi. Il vivait 2 vies, et apparemment sa vie avec moi était celle qu'il voulait terminer. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir, dis-je, ma voix prudemment neutre. Bonne idée, répondit Trevor.
Et je n'ai pas manqué le soulagement dans sa voix. Doux rêve, Justine. Alors que je gisais dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière à côté de moi, j'ai pris une décision qui allait briser nos deux vies. Demain, je contacterai un avocat et je découvrirai qui j'avais épousé. Le cabinet d'avocats de Patricia Hanley était situé au centre-ville de Denver, occupant le 15e étage d'un gratte-ciel étincelant avec des vues panoramiques sur les montagnes rocheuses. J'avais choisi Patricia spécifiquement en raison de sa réputation dans le traitement des cas de divorce complexes. Mais alors que je m'asseyais en face de son bureau en acajou, partageant les preuves que j'avais rassemblées, j'ai réalisé que j'avais affaire à quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple rupture conjugale. Justine, dit Patricia, sa voix grave en étudiant les photos sur mon téléphone. Ce que vous me montrez suggère une potentielle bigamie. Ce n'est pas seulement une cause de divorce. Cela pourrait être criminel. Le mot « bigamie » me frappa comme un coup physique. J'avais suspecté une liaison, peut-être même que Trevor m'avait épousé pour des raisons financières, mais la possibilité qu'il soit déjà marié à quelqu'un d'autre ne m'avait jamais traversé l'esprit. « C'est impossible », murmurai-je. Nous avons un certificat de mariage. Nous avons été mariés par un officiel licencié au country club. Il y avait plus de 200 témoins. Patricia hocha la tête d'un air sombre. Votre mariage est légalement valide de votre côté, ce qui rend la situation de Trevor extrêmement problématique s'il est déjà marié à quelqu'un d'autre. La bigamie est un crime grave dans le Colorado, punissable jusqu'à 6 ans de prison. Elle tendit la main vers son téléphone. Je vais vous recommander d'embaucher immédiatement un détective privé. Nous devons déterminer si cette personne nommée Amanda est réellement la femme de Trevor, et si c'est le cas, quand et où ils se sont mariés. Si leur mariage précède le vôtre, alors votre mariage est nul et Trevor a commis un crime grave. En quelques heures, je me suis retrouvé au bureau du détective Michael Torres, un ancien policier devenu détective privé spécialisé dans les cas de fraude matrimoniale. C'était un homme compact dans la cinquantaine, avec des yeux perçants et une manière directe qui m'a immédiatement mis à l'aise. J'ai déjà vu des cas comme ça, dit-il en prenant des notes pendant que je racontais mon histoire. Le schéma est généralement le même. Le perpétrateur recherche des cibles riches, les courtise rapidement, se marie à la hâte, puis essaie d'accéder à leurs finances avant de disparaître. Le manque d'intimité est un signal d'alarme. Beaucoup de ces fraudeurs évitent le contact physique parce que cela complique leur stratégie de sortie. Mais Trevor semblait si sincère quand nous sortions ensemble, protestai-je. Il était romantique, attentionné. Il semblait vraiment tenir à moi. Le détective Torres me regarda avec une pointe de sympathie. Ces gens sont des manipulateurs habiles, Justine. Ils recherchent leurs cibles de manière approfondie, apprennent leurs intérêts, leurs antécédents, leurs vulnérabilités. Ils deviennent tout ce qu'ils pensent que vous voulez qu'ils soient. Il sortit un contrat. J'ai besoin que vous compreniez que ce que nous allons peut-être découvrir pourrait être très douloureux. Êtes-vous préparé à la possibilité que toute votre relation était un mensonge? Je pensais aux 6 dernières semaines de confusion et de rejet. À l'étranger froid qui partageait mon lit, aux appels téléphoniques et aux absences mystérieuses. Quelle que soit la vérité, elle ne pouvait pas être pire que l'incertitude dans laquelle je vivais. Je dois savoir, dis-je fermement. Quoi qu'il en coûte. Le détective Torres hocha la tête et commença à esquisser son plan d'enquête. Il commencerait par effectuer des vérifications d'antécédents complètes sur Trevor Caldwell, rechercher les registres de mariage dans plusieurs États, et tenter d'identifier et de localiser Amanda. Il enquêterait également sur l'emploi présumé de Trevor et ses antécédents financiers. Encore une chose, dit-il en me tendant un petit enregistreur. S'il fait des aveux ou des menaces, nous avons besoin de les enregistrer. Le Colorado est un État de consentement à une seule partie, vous pouvez donc enregistrer légalement les conversations dont vous faites partie sans qu'il le sache. Alors que je quittais le bureau du détective, le petit enregistreur semblait lourd dans mon sac. J'étais sur le point de me lancer dans une enquête qui allait soit sauver mon mariage, soit le détruire complètement. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma situation au lieu d'être une victime passive des manipulations de Trevor. Ce soir-là, je regardais Trevor de l'autre côté de la table du dîner, étudiant son visage à la recherche de tout signe de l'homme dont je pensais être tombée amoureuse. Il semblait détendu, presque joyeux, engageant une conversation légère sur sa journée pendant que je mangeais mécaniquement mes pâtes. Chaque sourire, chaque commentaire désinvolte, chaque moment de normalité apparente me semblait maintenant une performance élaborée conçue pour me tromper.
Quand il s'excusa pour prendre un appel téléphonique dans son bureau, j'ai allumé l'enregistreur et je l'ai suivi, me positionnant devant la porte. Je sais, bébé. Tu me manques aussi, dit la voix de Trevor à travers la mince porte du bureau, tendre et aimante d'une manière que je n'avais pas entendue depuis notre lune de miel. Toute cette situation est plus compliquée que je ne le pensais, mais je promets que ce sera bientôt fini. Je me suis rapproché de la porte, mon cœur battant à tout rompre en écoutant ce qui était clairement une conversation intime avec une autre femme. Non, elle ne se doute de rien, continua Trevor. Elle rend même les choses plus faciles en se retirant elle-même. Je pense qu'elle prévoit de demander le divorce, ce qui résoudrait tous nos problèmes. Une fois que les papiers seront signés, je pourrai accéder au fonds fiduciaire et transférer tout avant qu'elle ne réalise ce qui s'est passé. La cruauté désinvolte dans sa voix me donna la nausée. Il parlait de moi comme si je n'étais rien de plus qu'une transaction commerciale. Un problème à résoudre. Le contrat de mariage était un coup de génie, continua-t-il. Elle était tellement amoureuse qu'elle l'a à peine lu. Si elle demande le divorce dans la première année, elle n'obtient rien, mais j'obtiens la moitié de tous les actifs qu'elle a apportés au mariage. Cela inclut le fonds fiduciaire que sa grand-mère lui a laissé. J'ai dû me agripper au cadre de la porte pour ne pas m'effondrer. Le contrat de mariage que Trevor avait insisté pour signer, prétendant qu'il protégerait nos intérêts mutuels, était en fait conçu pour me dépouiller aveuglément. Il m'avait manipulé pour que je renonce à mon propre héritage. Je t'aime aussi, Amanda, dit Trevor, sa voix baissant en un murmure intime. Parle-moi de ta journée. Comment était le travail? Pendant les 10 prochaines minutes, j'ai écouté Trevor avoir le genre de conversation aimante et attentionnée que j'avais désespérément souhaité de sa part. Il posait des questions sur le travail d'Amanda, infirmière à Las Vegas, se souvenait des détails sur ses collègues, faisait des projets pour leur week-end ensemble. Il était tout pour elle ce qu'il refusait d'être pour moi. Quand il a finalement raccroché, je me suis glissé discrètement dans le salon et j'ai éteint l'enregistreur, mes mains tremblant alors que je traitais ce que je venais d'apprendre. Trevor ne m'avait pas seulement épousé alors qu'il était déjà marié à quelqu'un d'autre. Il avait orchestré une fraude élaborée conçue pour voler mon héritage. Le contrat de mariage, son rejet de l'intimité, même son encouragement à mon indépendance, tout cela faisait partie d'un plan calculé pour me voler et disparaître. Le lendemain matin, pendant que Trevor était censé travailler, le détective Torres a appelé avec ses premières conclusions. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, dit-il. La mauvaise nouvelle, c'est que Trevor Caldwell a épousé Amanda Wilson à Las Vegas il y a 8 mois, 2 mois avant de vous demander en mariage. Leur mariage est entièrement légal et documenté. Mes pires craintes étaient confirmées, mais le détective Torres a poursuivi, la bonne nouvelle, c'est que cela rend votre cas simple. Trevor a commis la bigamie en vous épousant, et les preuves que vous avez enregistrées hier soir prouvent son intention de commettre une fraude matrimoniale. Nous avons assez pour porter des accusations criminelles et annuler votre contrat de mariage pour fraude. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je, me sentant étrangement calme malgré l'ampleur de ce que j'avais appris. Maintenant, nous posons un piège, dit le détective Torres. D'après la conversation que vous avez enregistrée, Trevor prévoit d'accéder à votre fonds fiduciaire bientôt. Nous devons l'attraper en flagrant délit. Êtes-vous prête à laisser cette situation se dérouler un peu plus longtemps pour recueillir plus de preuves? Je pensais à l'homme qui m'avait séduite avec des gestes romantiques et des promesses d'éternité, qui s'était révélé être un criminel m'utilisant pour mon argent tout en aimant quelqu'un d'autre. La trahison me blessait plus que je n'aurais pu l'imaginer. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus dur et de plus déterminé. Oui, dis-je fermement. Attrapons ce salaud. Le détective Torres avait été méticuleux dans la mise en place de la surveillance, mais ce qu'il a découvert la semaine suivante a dépassé même ses attentes. Trevor n'était pas seulement un bigame. Il faisait partie d'un schéma plus large de fraude matrimoniale qui durait depuis des années. Nous avons identifié au moins 3 autres femmes dans différents états qui ont épousé des hommes correspondant à la description de Trevor, expliqua le détective Torres lors de notre réunion au bureau de Patricia. La même méthodologie. Court, mariage rapide, accès aux finances, puis disparition. Nous pensons que Trevor et Amanda travaillent en équipe. Les photos de surveillance qu'il me montra étaient dévastatrices. Trevor et Amanda dînant à Las Vegas, se tenant la main et riant. Trevor entrant et sortant d'un appartement qui était clairement leur maison commune. Le plus accablant de tout, des photos d'eux dans une banque où Amanda attendait dans la voiture pendant que Trevor entrait avec ce qui semblait être des documents financiers.
Il a utilisé votre certificat de mariage et les documents falsifiés pour s'établir comme votre mari légal auprès des institutions financières, expliqua Patricia. Le plan semble être de vider vos comptes, puis de demander le divorce en vertu du contrat de mariage, en affirmant que vous avez été infidèle ou que vous avez abandonné le mariage. Comment est-ce possible, demandai-je. J'aurais remarqué de l'argent manquant sur mes comptes. Le détective Torres sortit un autre dossier. Il a été plus sophistiqué que cela. Il a ouvert de nouveaux comptes en utilisant votre numéro de sécurité sociale et votre certificat de mariage, puis a demandé des lignes de crédit sur votre fonds fiduciaire. Il n'a pas encore touché vos comptes existants car cela déclencherait des alertes immédiates. Mais il a créé une identité financière fantôme dont il peut tout vider en une seule fois. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Trevor avait planifié cela pendant des mois, peut-être même avant que nous nous rencontrions. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment de bonheur apparent avait été calculé pour me manipuler dans la position parfaite pour être volé. Il y a autre chose, dit le détective Torres, son expression sombre. Amanda n'est pas seulement sa femme, elle est sa sœur. La pièce tourna autour de moi. Quoi? Amanda Wilson est née Amanda Caldwell. Ils mènent des schémas de fraude matrimoniale ensemble depuis au moins 5 ans. Elle apporte de la légitimité à ses opérations en jouant le rôle de l'épouse dévouée à la maison pendant qu'il cible des femmes riches dans d'autres États. Je me sentis physiquement malade. Les appels téléphoniques intimes que j'avais entendus, les déclarations d'amour, les photos romantiques, tout cela faisait partie d'un partenariat criminel incestueux qui me donnait la chair de poule. Patricia se pencha en avant. Justine, nous avons suffisamment de preuves pour les détruire tous les deux. Trevor sera poursuivi au niveau fédéral pour fraude postale, fraude électronique, bigamie et usurpation d'identité. Amanda sera accusée en tant que complice, mais nous devons les attraper en flagrant délit d'accès à vos fonds. Comment fait-on ça? Le détective Torres sourit d'un air sombre. Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Vous allez demander le divorce comme Trevor l'espère, mais au lieu d'utiliser son contrat de mariage pour vous voler, nous allons l'utiliser pour le piéger. Le plan était d'une élégance simple. Je déposerai une demande de divorce, invoquant des différends irréconciliables, jouant le rôle de la femme au cœur brisé qui voulait juste sortir du mariage. Trevor se sentirait confiant que son plan fonctionnait et agirait rapidement pour accéder au compte financier qu'il avait ouvert. Les agents fédéraux l'attendraient. Êtes-vous prête pour cela? Demanda Patricia. Une fois que nous aurons mis cela en mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière. Trevor sera arrêté et la vérité sur votre mariage deviendra un dossier public. Je pensais aux 2 derniers mois de confusion et de rejet, aux mensonges et à la manipulation élaborée, au fonds fiduciaire que ma grand-mère m'avait laissé utiliser comme appât dans un complot criminel. Je suis prête, dis-je. Mettons fin à cette mascarade une fois pour toutes. Le palais de justice du comté de Denver était animé le matin où j'ai déposé ma demande de divorce, mais je me sentais étrangement calme en montant les marches avec Patricia à mes côtés. Le détective Torres s'était positionné de l'autre côté de la rue, prêt à alerter les agents fédéraux une fois que Trevor aurait mordu à l'hameçon. J'avais remis les papiers du divorce à Trevor la veille au soir, jouant le rôle de la femme dévastée qui ne pouvait plus supporter la distance dans notre mariage. Sa réaction avait été parfaite. Surprise, blessure, puis une acceptation résignée qui me donnait la chair de poule par sa fausseté. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, avait-il dit, me serrant dans ce que je reconnaissais maintenant comme une étreinte calculée. Je sais que je n'ai pas été le mari que tu méritais. Peut-être que quelques temps séparés nous aideront à comprendre ce que nous voulons vraiment. L'enregistreur dans ma poche avait capturé chaque parole mensongère. Maintenant, alors que Patricia déposait les documents qui dissolveraient officiellement mon mariage bidon, mon téléphone vibra avec un SMS du détective Torres. Il bouge. Entrée à la First National Bank au centre-ville avec Amanda, agents fédéraux en position. Mon cœur battit la chamade en imaginant Trevor faire enfin son mouvement, probablement confiant que son plan avait parfaitement fonctionné. Il pensait qu'il était sur le point de partir avec mon héritage tout en me laissant avec rien d'autre qu'un contrat de mariage frauduleux et un cœur brisé. C'est fait, dit Patricia en me remettant des copies du dépôt de divorce. Selon la loi du Colorado, il a 30 jours pour répondre. Mais quelque chose me dit qu'il n'aura pas la chance. Mon téléphone vibra à nouveau. Colis livré. Les 2 sujets en garde à vue. Tu peux rentrer chez toi, Justine. C'est fini. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration.
Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. L'homme qui m'avait manipulé et menti, qui avait prévu de me voler et de disparaître, affrontait enfin les conséquences de ses crimes. L'audience de mise en accusation s'est tenue 2 semaines plus tard devant le tribunal fédéral, et je me suis assise dans la galerie, regardant Trevor et Amanda être conduits dans la salle d'audience en combinaison orange et menottée. La confiance de Trevor s'était complètement effondrée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et il n'arrêtait pas de regarder autour de la salle d'audience comme s'il ne pouvait pas croire où il avait atterri. Les accusés, Trevor James Caldwell et Amanda Marie Caldwell, sont accusés de complot en vue de commettre une fraude postale, une fraude électronique, une usurpation d'identité et une bigamie, annonça le procureur. Le gouvernement allègue que les accusés dirigeaient une entreprise criminelle ciblant des femmes riches pour des mariages frauduleux conçus pour voler leurs actifs. Quand les yeux de Trevor ont croisé les miens à travers la salle d'audience, j'ai vu le moment exact où il a réalisé que j'étais au courant de son complot depuis le début. Le choc sur son visage fut rapidement remplacé par quelque chose de plus proche de la panique alors que le plein poids de sa situation le frappait. « Votre honneur », dit l'avocat commis d'office de Trevor, « mon client maintient son innocence et demande la libération sous caution. » Le procureur se leva immédiatement. « Votre honneur, Monsieur Caldwell représente un risque de fuite qui a démontré une tendance à créer de fausses identités et des relations financières frauduleuses. Le gouvernement demande qu'il soit détenu sans caution. » Amanda était assise à côté de lui, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait que leur partenariat criminel était terminé. Les appels téléphoniques intimes, les photographies romantiques, la tromperie élaborée qui avait été leur gagne-pain. Tout cela était maintenant une preuve, la preuve d'un complot criminel troublant qui allait les envoyer tous les deux en prison pendant des années. La voix du juge était sévère alors qu'il refusait la caution pour les 2 accusés. Les preuves présentées suggèrent une entreprise criminelle sophistiquée qui représente un danger continu pour la communauté. Les 2 accusés seront placés en détention en attendant leur procès. Alors que les huissiers emmenaient Trevor, il me regarda une dernière fois, son visage un masque de défaite et d'incrédulité que son plan parfait les détruit complètement. Trevor Caldwell a reçu une peine fédérale de 12 ans pour son rôle dans le complot de fraude matrimoniale, tandis qu'Amanda a reçu 8 ans pour sa participation en tant que complice. L'enquête a révélé qu'ils avaient volé près de $2 millions à des victimes dans 6 États. Argent qui a été récupéré et rendu aux femmes qu'ils avaient ciblées. Leur entreprise criminelle s'est complètement effondrée lorsque d'autres victimes se sont manifestées, inspirées par mon cas pour chercher justice pour leurs propres expériences avec les stratagèmes manipulateurs des frères et sœurs. La réputation de Trevor a été définitivement détruite lorsque la couverture médiatique l'a rendu notoire comme l'un des prédateurs matrimoniaux les plus calculateurs de mémoire récente, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais manipuler des femmes vulnérables à la recherche d'un amour authentique. J'ai célébré ma victoire juridique tranquillement, dînant avec ma sœur et mes amis proches qui m'avaient soutenu tout au long de l'enquête et du procès. En regardant mon parcours de nouvelle mariée confuse à survivante déterminée, j'ai réalisé que la trahison de Trevor, aussi dévastatrice soit-elle, m'avait appris à faire confiance à mon instinct et à me battre pour moi-même lorsque quelque chose n'allait pas. La vengeance que j'avais recherchée ne visait pas seulement à le punir. Il s'agissait de retrouver mon pouvoir et de m'assurer qu'aucune autre femme ne tomberait victime de ses mensonges.